Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous parle du livre de Sophie Mazet, Manuel d'autodéfense intellectuelle. C'est parti! Si on devait résumer rapidement l'esprit du livre, ce serait « Il faut faire attention à la manière dont on nous présente les informations ». Alors, par exemple, lorsque l'on parle de l'audimat, est-ce que vous saviez que ces fameux audimats étaient calculés sur un échantillon qu'on appelle représentatif de 11 000 Français qui étaient équipés d'un boîtier avec plusieurs touches par utilisateur où finalement on signale lorsque l'on est dans la même pièce que le téléviseur allumé et non pas que nous sommes sur notre canapé devant la télé, ce qui est un peu différent. En échange de leurs services, les personnes qui acceptaient de participer à cette étude obtenaient le remboursement de l'ancienne taxe audiovisuelle, que bientôt seulement les dinosaures connaîtront, et ils avaient aussi des bons cadeaux. Donc quand on sait ça, déjà ça permet de mettre un peu de distance par rapport aux chiffres qui nous sont annoncés par rapport aux audiences audiovisuelles. Quand on nous dit par exemple que Cyril Hanouna a une part d'audience absolument magistrale, bon, il faut mettre un petit peu d'eau dans son vin. Nous sommes aujourd'hui dans une ère de ce qu'elle appelle l'infotainment. C'est la contraction de info et entertainment, qui veut dire en anglais l'amusement, le divertissement. Et pour cet infotainment, finalement, ce qu'ils vont qualifier de bonne information, c'est celle qui va faire appel à l'émotion d'une part, celle qui va être rapide à consommer et celle qui va être simple à comprendre et à assimiler. Alors pour que ce soit une bonne information selon leur cahier des charges, alors soit ça doit impliquer un conflit, soit ça doit mettre en jeu des gens qui sont connus ou familiers, ça doit être facilement dramatisable et ça doit contenir des éléments visuels qui sont facilement diffusables. Alors, par exemple, on a tous ces traitements de ce qu'on appelle le fait divers dans les médias. Alors, pourquoi une personne assassinée par un déséquilibré passe finalement en tête de journal ? Eh bien, c'est parce que finalement, ça rassemble bon nombre des critères qu'on a évoqués un peu plus haut. On a aussi l'exemple de Nabila qui poignarde son petit ami. Et ça fait appel à notre sens du voyeurisme finalement. C'est l'info qui est la plus sensationnelle qui devient la plus populaire. Et malheureusement, ça amène à la situation où le meurtre d'une joggeuse passera toujours devant n'importe quel conflit armé. Alors on peut se poser la question de pourquoi on voit toujours les mêmes experts sur les plateaux télé. Évidemment, on va demander à ces experts qu'ils soient efficaces. Alors efficaces, c'est-à-dire qu'ils soient brefs et concis. Mais on va leur demander surtout d'être disponibles rapidement. Et quand je dis disponibles rapidement, il faut entendre qu'ils doivent habiter en Île-de-France, c'est-à-dire à moins de 45 minutes. Quand on les appelle, il faut qu'ils soient là dans un temps maximal de 1 heure. Et pourquoi ? Parce qu'il faut qu'ils puissent répondre au rythme effréné du traitement de l'information. Et la conséquence de ça, c'est que finalement, on a toujours les mêmes experts, donc on a une absence de diversité de ces mêmes experts, et donc une absence de diversité des points de vue. Elle souligne aussi que ce type de chaîne d'information en continu, ils ont tendance à utiliser une source qui est plutôt facile et rapide à obtenir, à savoir la police et la gendarmerie. Et on voit fleurir parallèlement à ça des nouveaux types de reportages qui sont très axés sur la police et la gendarmerie. Alors par exemple, on a sur W9 Enquête d'action, on a sur la chaîne D8 Au cœur de l'enquête, ou on a encore sur la chaîne TMC 90 minutes enquête. Alors c'est des reportages qu'on retrouve à la montagne l'hiver ou sur la Côte d'Azur l'été, puisqu'il faut que ce soit de saison. Et on a évidemment la constante tout au long de l'année sur Paris et ses quartiers chauds. Alors la construction de ces émissions, c'est on suit des forces de l'ordre dans leur travail et surtout on suit la police et la gendarmerie en train d'obtenir beaucoup de réussites et finalement très peu d'échecs. Et on finit par penser heureusement qu'ils sont là pour nous protéger. Et c'est en ce sens que le petit écran va devenir un outil de communication, une espèce de vitrine pour promouvoir une image positive de la police et de la gendarmerie.
Alors évidemment, l'authenticité, le degré de mise en scène de ces documentaires qui sont rythmés un petit peu comme des séries télé, ça peut faire débat. On entre au cœur de l'enquête, on est vraiment entre les bons flics et les méchants voyous. On n'a pas d'autre choix finalement que de se placer du côté des policiers. Et dans ces reportages, on nous renvoie l'image de la violence qui serait omniprésente. Alors, on ne la voit pas, mais elle est bien là. Le monde ne serait qu'insécurité. Et donc, on serait de fait plus enclin à accepter les approches sécuritaires qui sont proposées par certains politiques. Et là, ça renvoie une image de nous-mêmes en tant que citoyens qui sont apeurés. Et il n'y aurait que les forces de l'ordre qui seraient capables de nous venir en aide. Ces reportages policiers font aborder la sécurité et la criminalité d'une manière monolithique, avec une vision très manichéenne et plutôt outrancière. On se représente des endroits qu'on ne connaît pas comme des endroits qui seraient hostiles et violents, et ce qui évidemment n'a rien à voir avec la réalité. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais le métro à Paris ou le hangar à bananes à Nantes ou encore les quais à Bordeaux. Et c'est la fameuse dichotomie entre la citadelle où vit le téléspectateur et le no man's land dont on nous parle lorsqu'il se passe quelque chose de tragique. Abordons cela avec un peu de jugeote. Que faire de ce sentiment de peur qui nous rend plus réceptifs au discours sécuritaire ? Il est finalement prouvé que les meurtres sont avant tout commis par, alors d'abord le conjoint, ensuite la famille, et ensuite une connaissance, et en dernier lieu par l'inconnu que l'on croise au hasard d'un jogging. Donc il y a vraiment peu de chances de se faire tuer par un serial killer. Alors il ne faut pas tout croire, mais il ne faut pas non plus tout rejeter. Le système du tous pourri n'est pas non plus la bonne attitude, mais il faudrait se demander à chaque fois comment serait présenté le sujet par le camp opposé. La conclusion de cette partie, c'est qu'il faut que nous suivions l'info sur le long terme avec plusieurs sources, et il faut admettre que s'informer correctement, en fait, ça ne se fait pas sans effort et ça ne se fait pas de manière rapide. Ce n'est pas du prêt à consommer. Le prêt à consommer n'est pas de la vraie information. Ensuite, elle va aborder la question des séries télé et du cinéma. Alors, elle évoque le binge drinking, qui est la beuverie effrénée qui a lieu aux États-Unis. Et en fait, elle fait un corollaire avec le binge watching. Donc, c'est le fait de manger toute une saison d'une série en une nuit, alors qu'avant, de mon temps de vieille, nous n'avions le droit qu'à un épisode, voire 2 pour les chanceux, par semaine. Et en fait, dans ces séries, il y a la technique du cliffhanger qui est presque toujours appliquée à la fin de l'épisode et qui laisse le spectateur sur sa faim, et ça le rend finalement incapable de résister à regarder un autre épisode. Alors, elle donne l'exemple de Grey's Anatomy, qui est en 2010 la série qui a été la plus vue en France. Et Shonda Rhimes, qui est sa créatrice, a été saluée pour l'inclusion des minorités et l'intérêt qu'elle a suscité envers les professions de soins aux personnes. Mais la fiction de ces séries médicales, parce qu'il y a eu Grey's Anatomy, mais il y a eu aussi avant Urgence, enfin tout un tas de séries, ces séries médicales, elles pervertissent notre idée de la réalité, parce que dans la vraie vie, il ne faut pas s'attendre à autant de relationnel que ce qu'on voit dans les séries. Et finalement, ces séries-là, elles ont fait de nous, alors non pas des patients, mais on est devenus des impatients. Le docteur Mamour de Grey's Anatomy n'est finalement pas réel, et sur la même dynamique, le Dr House non plus, puisqu'il est certain qu'il ruinerait n'importe quel hôpital avec tous les examens qu'il prescrit. Il y a de nombreux placements de produits qui existent depuis le début de la télé et dans les séries de la même manière. Il y a aussi le placement d'idées qui existe, et il y a de nombreux organismes qui sollicitent régulièrement les séries. Alors il y a AIDS pour le sida, il y a le planning familial, il y a le don d'organes, la lutte contre l'homophobie, le dépistage du cancer du sein. Mais à l'inverse, il y a aussi des lobbies, par exemple le lobby anti-avortement ou pour l'abstinence sexuelle, qui tentent de placer leurs idées dans certaines séries. Alors, il est difficile de quantifier leur influence, mais vu les sommes qui sont investies dans les séries, cette influence doit être bien réelle.
Alors, essayez lors de votre prochain visionnage de série de faire l'exercice, histoire de ne pas vous faire abuser, parce qu'autant la lutte contre le sida, c'est une cause que l'on accepte volontiers de relayer, autant quand ça s'apparente à du prosélytisme, quand il s'agit de promotion de l'abstinence sexuelle, et bizarrement quasiment toujours destiné aux filles, bon, c'est un peu plus problématique. Ça ne concerne que moi. Alors ensuite, il y a une partie sur l'émergence de la pensée complotiste. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un complot ou une conspiration ? Alors d'abord, il y a l'idée de l'intention de nuire à une personne ou à un groupe, à un pouvoir ou encore à un pays, dans le but d'obtenir un avantage ou pour tourner une situation en sa faveur. Deuxième chose, il faut que le projet soit tenu secret. Ce qui suppose souvent d'avoir recours à la manipulation et au contrôle de l'information. Et enfin, le complot est toujours véhiculé par la rumeur, laquelle rumeur est par essence invérifiable, donc elle peut être partiellement vraie ou entièrement fausse. C'est Véronique Campon-Vincent, qui est une sociologue et qui est entre autres spécialiste du conspirationnisme. Et elle parle dans ses ouvrages de la notion de méga-complot lorsque l'on parle d'un groupe de personnes qui dirigeraient le monde en secret. Donc c'est une vision globale du complot. Tout ce qui arrive peut être expliqué par une seule cause, et c'est ce méga-complot. Alors, quand est-ce que ça apparaît, cette notion de complot ou de conspiration ? Eh bien, finalement, c'est assez ancien, puisque déjà, sous la Révolution, on accusait les Juifs et les francs-maçons de vouloir renverser la monarchie pour déstabiliser le christianisme. Quels indices on a pour repérer un récit complotiste et quels éléments doivent nous faire prendre une théorie avec des pincettes ? Il faut faire attention si une théorie apparaît avec une rapidité déconcertante tout de suite après un événement. Si les personnes qui relaient cette théorie, elles se mettent en opposition systématique avec la version officielle, puisque la version officielle serait propagée par des journalistes à la solde des complotistes, donc ce qui revient finalement à discréditer en bloc tout le discours médiatique. Attention. Deuxièmement, si on a un soupçon permanent, c'est-à-dire que les complotistes, ils se croient toujours plus lucides que les autres, ils refusent d'être dupes, comme si les choses n'étaient jamais ce qu'elles semblent être, et ils refusent le hasard et les coïncidences. Là encore, prenez garde. Si on a une implacable logique avec les phrases du type « non mais tout est lié » ou alors « non mais rien n'arrive par hasard », alors dans le discours conspirationniste, tout se tient, tout s'explique, il n'y a rien qui dépasse, c'est carré, tout s'explique logiquement par le complot. Encore une fois, attention. Le fait de refuser, voire d'ignorer complètement les témoignages qui ne vont pas dans le sens de leur théorie du complot, puisque finalement ces dernières émaneraient toujours de complices de la machination. Là encore, autre indice de complot. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces personnes-là, on vous fait comprendre que vous êtes trop naïf, ou alors que vous êtes carrément dans le complot. Mais dans tous les cas, il n'y a aucun moyen de débattre puisque le conspirationniste a toujours réponse à tout. Là, au secours. Et enfin, on a l'argument d'autorité. Alors, l'argument d'autorité, qu'est-ce que c'est ? C'est l'utilisation de l'avis d'un expert. Alors, il y a quelque chose qui a été démontré par de nombreux chercheurs en sciences sociales, c'est que lorsque l'on écoute un sujet qui dépasse nos compétences, on a tendance à faire confiance à des experts. Lesquels experts ne sont pas toujours les plus adroits ou les plus légitimes. Et on n'a pas vraiment tendance à aller vérifier leurs compétences et leur légitimité. Il suffit en effet que quelqu'un s'exprime bien pour faire son effet et qu'on n'éprouve pas la nécessité de vérifier sa légitimité. Alors, par exemple, pour ne citer qu'un exemple au hasard, on pourrait évoquer BHL pour le conflit libyen ou encore pour le conflit syrien. Là encore, attention. Alors, quels groupes vont être le plus souvent soupçonnés de complot ? Alors, évidemment, on a la CIA,
et le Mossad, mais on a aussi les francs-maçons et les Illuminati. Donc ça, ce sont des sociétés secrètes qui sont accusées de gouverner le monde et d'influencer l'histoire en secret. Alors, petit aparté concernant les Illuminati, faut savoir qu'ils ont disparu en 1785, après, attention, tadam, 10 ans d'existence. Mais on les lie encore aujourd'hui au satanisme ou encore aux hommes lézards, car oui, Barack Obama serait un homme lézard. Alors, le glissement finalement vers l'irrationnel n'est pas improbable pour ces complotistes parce que il y a parfois pour eux une croyance ésotérique, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il y a un enseignement occulte qui serait réservé à un petit groupe d'initiés. Le méga complot, il repose souvent sur l'idée que les comploteurs utilisent la manipulation mentale et que nos esprits seraient manipulés mais à notre insu. Et ça provient de 2 choses, 2 faits historiques. La première, c'est en 1950, il y a un publicitaire qui s'appelle Vicari et qui commande des images subliminales dans un film pour du popcorn et du coca et il prétend qu'avec ces films publicitaires, il a doublé ses ventes. La peur du message subliminal, finalement, elle était née et ils ont été interdits en Australie, en Angleterre, puis aux États-Unis. Et ensuite, on a démontré que Vicari avait truqué son expérience et qu'elle n'avait eu finalement aucun effet sur ses ventes. Mais en fait, le mal était fait et la croyance est restée. Et la deuxième chose, c'est entre 1950 et 1970, la CIA a fait des tentatives de programmation mentale. Alors c'était dans un contexte de guerre froide évidemment, et le but c'était de fabriquer un tueur professionnel ou un espion, mais qui ne trahirait jamais son pays. Alors, il y a eu des expériences secrètes avec des utilisations de doses très très élevées du LSD, qui était la nouvelle drogue qui venait d'être découverte. Et ça a été fait sur des cobayes qui n'étaient pas toujours consentants, et ça les a fait complètement basculer dans la folie, voire même vers le suicide pour certains. Et le résultat de ces expériences était assez clair, c'est qu'il était impossible de vider l'esprit d'un être humain et de le reprogrammer comme un ordinateur. Mais en fait, comme pour les messages subliminaux, la croyance a perduré. Alors attention sur les complots, les gens ont en partie raison de croire aux complots puisque ce sont des réalités historiques. Il y a eu des complots, il y a encore des complots. Par exemple, les USA ont clairement joué un rôle actif dans la mise au pouvoir de Pinochet et ailleurs en Amérique latine avec de nombreuses opérations clandestines qui ont été orchestrées par le gouvernement américain. Et cela, évidemment, ça a de quoi nous rendre paranoïaques. Mais attention, le travail des historiens qui ont mis à jour ces complots a pris énormément de temps avec de grandes analyses documentaires sur des éléments qui ont été déclassifiés mais très tardivement. Donc, les théories du complot au lendemain d'un fait d'actualité, ça devrait vraiment nous donner matière à réfléchir. On peut se poser la question de pourquoi certains groupes sont accusés de complot. On peut parler de l'exemple des Juifs. Alors, les Juifs, ils seraient riches par nature, mais d'où ça vient cet antisémitisme juif? Alors, il y a un sociologue qui s'appelle Wiewiórka, qui évoque 3 origines potentielles de l'antisémitisme juif. Le premier, c'est que pour le chrétien, finalement, le juif est déicide, c'est-à-dire qu'il lui reproche d'avoir tué Jésus. Et au Moyen-Âge, le juif qui était ostracisé, il est finalement réduit à travailler dans un secteur que personne ne veut, puisque c'est un secteur qui est considéré comme avilissant, et c'est le secteur de la finance. Et ça a contribué à faire naître une réputation de rapacité et d'avarice concernant le peuple juif. Et enfin, au XIXe siècle, on a une montée en puissance de la critique du capitalisme qui va mener aux accusations d'un complot juif qui arguait que ce peuple dirigerait le monde en secret grâce à son emprise sur la finance. Mais alors aujourd'hui, c'est complètement décorrélé de la réalité puisque les grandes banques, elles ne sont plus dirigées du tout par des juifs. Et, tout comme les hommes plus riches de France ne sont aucunement juifs, à l'image de Monsieur Arnault et Monsieur Pinault, qui ne me semblent pas être juifs.
Parallèlement, on remarque aussi que, historiquement, les Juifs ont toujours appartenu à des masses plutôt misérables et ils ne sont pas spécialement riches. Croire qu'une personne, par son appartenance à un groupe donné, aura nécessairement telle ou telle caractéristique, ça s'appelle de l'essentialisme. Alors il y a Bronner qui est sociologue qui fait l'analyse de l'offre cognitive sur Internet, c'est-à-dire ce que nous propose Internet en termes d'information. Et il va constater qu'il y a beaucoup plus de sites qui prônent des explications irrationnelles. Alors il prend l'exemple du monstre du Loch Ness et des dessins dans les champs. Et en fait, il montre que, donc, d'une part, il y a beaucoup plus de sites qui prônent des explications irrationnelles et ils sont plus consultés que les autres. Donc, par le biais du référencement, ils apparaissent tous en premier, alors que les sites scientifiques sont moins nombreux et apparaissent en dernier. Alors, il faut savoir qu'il y a 65% des internautes qui ne regardent que la première page Google. Parce qu'elles sont prédominantes, ces thèses ont plus de chances de nous convaincre que des vraies théories scientifiques qui sont moins représentées sur Internet. La conclusion, c'est que adopter des thèses complotistes s'explique peut-être, sûrement, par le fait que sur certains sujets, on ne rencontre qu'elles sur Internet. Alors, est-ce que le complotisme, c'est un penchant naturel ? Le complot, c'est souvent quelque chose qui est manichéen et qui est totalisant. Totalisant dans le sens que tout est explicable par le complot. Notre esprit, par nature, va chercher des schémas, des causalités et va finir par en trouver. Et à l'inverse, quand les causes d'un événement nous échappent, nous avons tendance à éprouver une certaine anxiété à ne pas comprendre. Et l'explication systématique par le complot vient finalement satisfaire notre quête de sens. Et on a même l'impression parfois d'être plus malin que tout le monde, d'être plus lucide, d'avoir tout compris plus vite que les autres et de ne pas se faire avoir. Et à cette image, on peut comprendre que pour certains musulmans qui ont été révulsés par les attentats de Paris, ce soit plus facile de les attribuer à un complot plutôt que de faire face à l'idée qu'il y ait des terroristes qui se revendiquent de l'islam. Alors dans ce sens, il y a un site qui s'appelle Conspiracy Watch, qui est un site qui dénonce les théories du complot et que je vous invite à aller visiter. Alors, il y a ensuite une partie sur la question de la laïcité et sur son utilité, puisque la laïcité cristallise de nombreuses tensions, et notamment autour du port du voile. Et l'auteur résume en une phrase l'esprit de la laïcité qui semble ne pas avoir été compris par ses détracteurs. Alors à l'école, pendant la journée, les élèves, ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas catholiques, ni musulmans, ni même athées. Ils sont élèves et ils laissent leur appartenance aux portes de l'établissement le temps de découvrir d'autres horizons intellectuels. Parce que l'école doit leur proposer une ouverture leur permettant de devenir ce qu'ils souhaitent. Concernant la religion, l'auteur fait une aparté concernant l'ouvrage de Michel Classens qui s'appelle « Allô la science, analyse critique de la métascience ». Et il parle d'une étude scientifique sur les religions qui s'est donnée comme objectif d'analyser les évolutions historiques de plusieurs religions dans le but d'identifier, si possible, leurs traits communs et éventuellement universels, et aussi d'anticiper les évolutions futures de ces religions et de comprendre les raisons de la hausse du fondamentalisme religieux. Étude qui ne manquera pas de nous intéresser le jour où elle sera publiée. Alors, peut-on échapper à la publicité ? Alors, il y a Adams et Bonhomme qui sortent un livre qui s'appelle « L'argumentaire publicitaire, l'art de la persuasion » et dedans, ils nous détaillent les différents types de publicité. Alors, on a la publicité mécaniste qui est la réclame du type « acheter le produit X » avec une technique de la répétition, par exemple. Alors, on peut donner « savez-vous qu'en moyenne, ils sont moins chers chez Leclerc ?» répété en séquence de 3 fois d'affilée avec 3 produits différents. Donc, ça ressemble un peu au matraquage. On a ensuite le symbolisme qui apparaît dès 1960 où en fait on a un produit qui projette une image positive et si on le possède, ça nous valorise.
On a ensuite la publicité ludique qui utilise l'ironie ou les clins d'œil. Et on a ensuite le discours métonymique où en fait le produit il n'est même pas représenté dans la pub, on ne le voit pas, mais pour autant on en fait la promotion. Alors je vous le donne en mille, l'exemple c'est Georges Clooney et Nespresso. Et ces différentes méthodes ont pour but le AIDA, AIDA. Attention, intérêt, désir, action. Mais alors attention parce que la pub avance parfois masquée, à l'image des publi-reportages dans la presse ou le placement de produits dans les fictions, à l'image de ce charmant James Bond qui est connu pour placer le Bollinger, les bijoux Omega, les Aston Martin. Et le personnage de James Bond, connu pour son élégance, ne manquera pas d'être un bon prescripteur. Alors la pub utilise les stéréotypes, c'est-à-dire des catégorisations qui s'appuient sur des attentes et des jugements de routine. Et en ce sens, les stéréotypes nous rassurent puisqu'ils ne remettent rien en question. Et le monde est simplifié et plus cohérent. Et voilà pourquoi la pub est remplie de clichés, mais aussi de sexisme. Alors, il y a un auteur qui s'appelle Kahneman, qui a écrit un livre qui s'appelle Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, et qui nous dit qu'on est finalement assez enclin à surestimer notre compréhension du monde. Alors, il donne l'exemple du chalet que l'on loue. Et en fait, il dit qu'il est toujours beaucoup plus propre quand on arrive que quand on part. Parce qu'en fait, on va donner beaucoup plus de valeur à nos propres actions qu'à celles des autres. Donc, notre nettoyage à nous sera beaucoup plus efficace, alors qu'il n'en est rien. C'est ce que les philosophes grecs appelaient l'hubris, c'est-à-dire la démesure qui proviendrait de notre orgueil. Alors au lieu d'être des êtres rationnels, on est finalement plutôt des animaux rationalisants, c'est-à-dire dotés d'une tendance à nous convaincre nous-mêmes que nos actions et nos raisonnements ont une justification rationnelle, même quand ça n'est pas le cas. Et c'est le psychologue qui travaille à Stanford, Léon Festinger, qui va étudier la dissonance cognitive. Il dit qu'on cherche à tout prix à éviter cette fameuse dissonance cognitive et il nous donne l'exemple du renard d'Ésope qui, affamé, cherche à attraper une grappe de raisin, mais en fait n'y parvenant pas, il se dit que de toute façon c'est du raisin vert, donc il préfère se persuader que les raisins n'étaient pas pour lui, plutôt que d'accepter son incapacité à les attraper. On a aussi dans la même trempe l'ouvrage de Pierre Reynaud qui se nomme « Arrêtez de se faire des films, nos croyances et nos opinions ne sont pas la réalité ». Écrit en 2012, qui illustre également cette théorie. Kahneman, il va aussi théoriser la régression vers la moyenne pour les pilotes, où il étudie des pilotes qui ont fait une performance exceptionnelle et d'autres qui ont sous-performé. Et en fait, pour ceux qui avaient fait une performance exceptionnelle, leur moniteur les congratulait allègrement, alors qu'ils réprimandaient ceux qui avaient sous-performé. Et finalement, cette congratulation n'avait aucun effet sur les sessions suivantes, tout comme la punition n'avait pas non plus d'effet sur les sessions suivantes. Et en fait, lui, il dit que l'idée de récompense et de remontrance sur les résultats futurs n'a aucune incidence parce qu'en fait, une excellente performance ou une tôle monumentale, ce ne sont pas des comportements normaux. Le comportement tendra toujours à revenir à la moyenne et c'est pourquoi il est inutile de punir pour la tôle ou de congratuler pour la performance exceptionnelle. Alors, on a aussi Nassim Taleb qui écrit Le Cygne noir, qui est assez connu des financiers de Wall Street. Et lui, il étudie le hasard et parle des événements qui sont très peu probables, alors comme par exemple, je ne sais pas, les Bleus qui gagnent la Coupe du Monde en 1998. Puisque à la lumière des statistiques passées, le fait que les Bleus gagnent en 98 semblait quand même assez utopique. Et il explique que nous sous-estimons le hasard et on se retranche plutôt derrière l'idée de la loi des séries, qui finalement est un concept qui n'existe pas. Alors on a aussi Joule et Beauvois qui écrivent le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, et eux vont parler de la clé de l'engagement. Alors si on sent qu'on nous a forcé la main
ou que la décision ne vient pas de nous, on a tendance à ne pas s'accrocher à cette décision. Par contre, si on est convaincu de l'avoir choisie librement, on va se tenir davantage à cette décision, quand bien même les faits nous montreraient que nous aurions eu intérêt à changer de cap. Alors c'est notamment l'exemple du choix de la caisse et de la file d'attente au supermarché. Et c'est pourquoi les personnes qui évaluent un choix ne doivent pas être les mêmes personnes qui ont fait ce choix. Alors à creuser également, au-delà des auteurs que j'aurais pu évoquer dans ce résumé, il y a aussi Christophe Carré sur l'indignation sélective, il y a Tzvetan Todorov qui écrit La peur des barbares au-delà du choc des civilisations, et il y a Noam Chomsky qui écrit La fabrique du consentement. Voilà, évidemment, je vous mets toutes les références bibliographiques en commentaire. J'espère que ce résumé vous aura plu et vous aura donné envie de lire certains de ces ouvrages ou de vous intéresser à certaines études dont nous avons parlé. N'oubliez pas de mettre un pouce levé si vous avez aimé, de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains résumés et de partager la vidéo. Merci, ciao, bye!